monde de la coopération, du financement socialement responsable, de la gestion éthique et du développement durable, un nom fait consensus depuis des lustres, celui de Clément Guimont, un réalisateur de rêve appelé parfois banquier solidaire, qui a su adapter la finance à l'univers de l'économie sociale. Avec les Léopold Beaulieu, André Lorrain et autres militants, il a été associé d'entrée de jeu à la mise sur pied de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, telle qu'on la nomme aujourd'hui. En tant que coordonnateur général, titre essentiellement démocratique qu'il a préféré à celui de directeur général, il en a été le tisserand pendant des années. Clément Guimont, homme de conviction, homme de cœur, a également servi à la CSN et s'est impliqué dans différents organismes, dont Équiterre, où il a présidé le CA, le Fonds Azula, dont il est l'âme dirigeante, et One Drop, la fondation humanitaire de Guy Laliberté, où il est administrateur. Ce pédagogue adore diffuser sa vision de justice sociale et de développement durable. Et il le fait de façon magistrale, sourire aux lèvres, dans une verve toute imagée, compréhensible et efficace. Je suis fils d'agriculteur. J'ai passé mon enfance donc sur la ferme, dans le comté de Lotbinière, Saint-Édouard-Lotbinière, un village quand même assez réputé sur le plan de l'agriculture, des fermes laitières. Il y a de belles fermes laitières, il y a de beaux troupeaux qui sont là. Mon père était parti de rien, mais il avait développé un beau troupeau de vaches pur sang, une organisation assez grande. Une ferme qui n'était pas simple parce que tout le monde jouait avec ses limites là-dedans, ses compétences, etc. Bon, alors moi j'ai été élevé dans ce milieu-là. Dans un milieu où, quand tu es sur une ferme, il y a des choses que tu apprends très, très rapidement. Il y a le travail collectif qu'on apprend rapidement parce que sur une ferme, bon, on était 8 enfants, donc cette ferme-là, bien sûr, mon père, ma mère ont été au cœur de la construction, mais nous, on était associés. Alors rapidement, tu apprends à travailler ensemble, rapidement, tu apprends à faire des choses ensemble, tu apprends à avoir du plaisir, tu apprends à te chicaner, mais tu fais les choses ensemble. Alors j'ai appris le travail collectif. La deuxième chose que tu apprends quand tu es sur une ferme, je dirais, dans les choses importantes, c'est la débrouille. Tu apprends à entreprendre parce que si à chaque fois tu es devant quelque chose que tu connais pas, qu'il faut aller chercher le mécanicien qui n'existe même pas au village, que l'électricien ou il faut que tu répares quelque chose, tu es pris avec le cheval ou avec le tracteur, il faut que tu te débrouilles. Dans le fond, j'ai appris à travailler, à opérer sur le terrain des vaches, de pouvoir faire à peu près un peu tous les métiers, puis d'être obligé aussi de faire aller tes méninges, comme on disait à l'époque, de réfléchir, de devoir passer de la réflexion puis directement à l'action, et les deux mains. Je dirais aussi, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu animé par mon père et ma mère où les valeurs sociales étaient bien importantes. Ça, j'ai hérité d'un patrimoine de valeurs sociales, oui, le faire ensemble, mais l'attention aux autres, la solidarité, avoir un regard sur la vie qui soit ample, mais qui est généreux. Ça, c'est ce que mes parents m'ont donné. Un univers où il n'y avait pas juste l'argent qui comptait. On n'en avait pas beaucoup, c'était tout autre chose qui comptait. Et ça, c'est l'héritage qu'ils m'ont laissé. Alors, on était sur une ferme, donc il y avait une coopérative pour les achats. Il y avait une coopérative qui aussi, la beurrerie était coopérative. Tout l'achat des semences, tout l'achat des moulets se faisait à travers une coopérative. Bon, il y avait les matériaux dont on avait besoin. Et mon père, bien sûr, était membre de la coopérative, a été administrateur de la coopérative. Donc, c'est à travers tout cet engagement-là qu'on voyait. Moi, dans le fond, j'ai découvert la coopération sous le registre de l'attente. Dans le sens que nous, on n'était pas dans le village. On était sur le rang principal.
Il n'était pas question d'aller au village sans arrêter à la coopérative, aller régler des affaires, puis aller discuter des affaires de la coopérative. Alors, nous, on était là, puis on attendait que mon père finisse de discuter, puis il aimait ça, comme on disait, placoter. Donc, nous autres, on savait que si on allait au village, il allait y avoir un arrêt à la coopérative, puis là, qu'on allait attendre. C'est comme ça que j'ai découvert la coopération, mais à travers l'engagement de mon père. Mes parents ont travaillé très, très fort pour qu'on ait la chance, tous, si on le désirait, aller étudier, aller faire ses études. À l'époque, ça signifiait, le cégep n'existait pas, c'était aller se rendre, si possible, jusqu'à l'université, aller se chercher une formation universitaire en passant par ce qui était à l'époque le cours classique. Donc, j'ai fait ça au Collège de Lévis. C'est les fils d'agriculteurs qui vont là, c'est les gens de la campagne qui vont là. Et finalement, avec le bagage que j'avais, j'ai décidé d'aller me chercher un bac en service social dans le volet organisation communautaire. J'ai jamais senti de déception de mes parents. C'est au contraire, ils étaient fiers. Ils étaient très à l'aise avec la question du service social, c'est-à-dire que, un peu comme médecin, j'allais être au service. Tu sais, voilà une profession qui te place au service des autres. Le pire qui aurait pu leur arriver, c'est que je leur annonce que je m'en allais comme avocat. Parce que là, à l'époque, c'était dit, c'est pas loin, ils sont pas loin des bandits, eux autres. Mais je dis, c'est ce qu'ils se disaient, les vieux dictats populaires. Finalement, on a tous eu, à travers ce qu'on est allé chercher comme études, on a pris des circuits qui nous ont aidés à coup sûr à être de meilleurs citoyens, à avoir une prise sur la vie, une compréhension, puis une capacité d'intervention plus grande, parce que dans le fond, les études, tout ce que ça te donne des outils. Après ça, tu décides ce que tu deviens. C'était permettre de nous donner une base solide pour qu'après ça, on ait les choix, plus le choix de faire ce qu'on aime et de ce qu'on veut faire dans la vie. C'était se donner les moyens de la liberté, d'un certain espace de liberté. Là, on est au début des années 70. On est dans la mouvance un peu de mai 68 et de beaucoup de mai 68. C'est-à-dire que moi, j'interprète mai 68, on peut l'interpréter de beaucoup de façons. Moi, je l'interprète comme un moment qui marque encore la vie d'aujourd'hui. Pour moi, mai 68, c'est à partir de cette action, je dirais pas planétaire, mais internationale, parce que c'est surtout l'Occident, à partir des jeunes, du mouvement étudiant. C'est l'autorité qui a basculé. C'est-à-dire le monde structuré fondamentalement sur l'autorité qu'on ne pouvait pas questionner et la structure autoritaire, c'était normal, devait décider ce que tu devenais. Et la vie était structurée comme ça. Tu n'avais pas la liberté de décider comment on allait vivre, ce qu'on allait devenir. Elle était relativement restreinte. Il y avait un moule et tu devais suivre le moule. C'était ça qui était questionné. Dans le fond, il y a un mot qui est apparu à l'époque, c'était le « autrement ». On veut vivre autrement. On veut rêver nos vies autrement. Dans les milieux de travail, on a dit on veut travailler autrement. On veut... donc, c'était avoir cette liberté de pouvoir le faire. Tout devenait possible. C'était à la fois ça comme vision, vivre autrement, mais parce qu'on avait réussi à sortir finalement des deux guerres mondiales, on avait le sentiment qu'on avait des moyens, puis c'est vrai, des moyens qui étaient inédits pour construire une vie planétaire qui allait avoir du sens. Et donc, rêver sa vie autrement devenait possible. Puis je me souviens de deux slogans, notamment un qui disait « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». C'est assez extraordinaire, comme porte d'entrée. Puis je me souviens, c'était un mouvement qui avait été démarré, comme je disais tantôt, par les jeunes. Nous n'avons rien contre les vieux. Nous en avons contre ce qui les fait vieillir. Alors, cette société qui accable, qui écrase, qui empêche l'initiative, qui empêche l'air de rentrer, ouvrons les fenêtres, puis laissons entrer, puis créons la vie, puis laissons la vie se créer. Alors moi, je suis arrivé avec
avec ça. Je suis un enfant un peu de cette époque-là. Et ça m'a permis de faire la jonction avec une histoire fabuleuse qui est assez, je dirais même inédite, qui est celle du mouvement syndical CSN, de toute cette histoire qui était commencée peut-être 5 ans, 7 ans plus tôt, au milieu des années 60, avec ce qu'on a appelé le deuxième front, c'est-à-dire un syndicalisme qui dit il faut vivre un syndicalisme citoyen. Donc, un syndicalisme citoyen, c'est dans l'entreprise, c'est les conditions de travail, mais c'est ce qui se passe dans nos sociétés, c'est ce qui se passe sur les conditions de vie, et c'est les conditions de vie, non pas juste de nos membres, c'est ce qui se passe dans notre société. C'est ensemble qu'on va avancer, c'est ensemble qu'on va améliorer nos conditions. Donc, c'est cette histoire, cette jonction tout à fait innovante qui s'est faite au sein de la CSN. C'est la riche histoire qui a permis qu'un jour naisse le projet de la Caisse d'économie solidaire, de la Caisse d'économie des travailleurs réunis à l'époque, mais qui est aujourd'hui la Caisse d'économie solidaire. Et moi, j'ai fait jonction avec cette histoire-là, avec tout le bagage que j'avais. J'étais dans ma dernière session de l'université et j'ai dit, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir me trouver une place où je vais garder à l'avant-scène les préoccupations sociales qui m'animent, mais être également sur le registre un peu plus de l'entreprendre. J'avais vu mon père, alors je suis parti avec cette idée-là, et c'est un des beaux hasards de la vie qui m'a fait déboucher à la Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec que je ne connaissais pas. J'avais décidé de faire un travail à cet égard-là, dans un de mes cours, sur l'action syndicale et toute la réalité du travail. Et là, ça m'avait amené, effectivement, j'avais eu la chance de voir en action les Marcel Pépin et Michel Chartrand à l'époque des beaux débats, des grands débats. Je comprenais pas tout, mais je trouvais ça animé, puis je trouvais du monde convaincu là-dedans. Je trouvais ça génial, l'énergie qui sortait de là, parce que dans ce cadre-là, j'avais pu assister à quelques conseils confédéraux, puis au débat. Mais j'avais aussi pris un rendez-vous pour connaître plus la réalité du travail avec le centre de main-d'œuvre, un centre de main-d'œuvre à Québec. Réalise l'entrevue avec le directeur du centre de main-d'œuvre. Puis quand l'entrevue finit, il me dit « T'es-tu bien pressé? » Oh là, c'est de la part d'un directeur qui parle à un étudiant. Première surprise. J'ai dit « Ben non, j'ai mon temps. Moi, j'ai pas de cours à l'université après-midi. J'ai mon temps. » Ben il dit « Moi, je m'en vais prendre un café. Si tu as le goût, on va aller le prendre ensemble. » On descend, on va prendre un café. Et là, c'est là qu'il me dit, où tu t'en vas? Tu t'en vas où, toi, dans la vie, avec ce travail-là, tout ça? Mais là, je compte ça, ce que je viens de vous conter. Oui, je suis dans le domaine social, mais j'aimerais ça faire la jonction, puis entre l'entreprendre, puis le social, puis c'est l'action coopérative qui m'intéresse. Ben, dis, cherche pas, j'ai ce qu'il te faut pour toi. Une histoire coopérative complètement nouvelle. Et je pense que c'est super intéressant. Mais dis, je suis sûr, c'est ce que tu cherches. Ce bonhomme-là a changé ma vie. Il a pris le temps de me faire la passe. Il a pris le temps de venir prendre un café avec moi, de me dire où c'est que tu t'en vas, de m'écouter, d'aller un peu plus loin que l'entrevue. Peut-être que j'y serais arrivé quand même. Mais c'est lui qui me dit, tu sais, le projet, il démarrait, il était pas connu, il était connu dans le petit réseau CSN de Québec. Mais moi, je le connaissais pas. Je suis allé voir, j'ai rencontré quelqu'un, je me souviens pas, j'ai dit, moi, j'aimerais laisser mon nom, j'aimerais ça venir travailler ici. Et là, le lendemain, j'ai eu un téléphone d'un certain nommé Léopold Beaulieu, qui était le gérant. C'était lui qui avait été nommé gérant à l'époque pour démarrer cette caisse-là. Et il commençait à travailler, et qui était président de son syndicat à la mutuelle SSQ. Alors, j'ai passé l'entrevue. Il m'a dit quand est-ce que t'es prêt à venir. Alors, j'ai réglé mes affaires avec l'université. C'est comme ça que j'ai fait
la jonction. Je l'avais faite un peu théoriquement sans le savoir, mais il y a deux personnes finalement qui ont fait que j'ai eu le parcours que j'ai eu. C'était le directeur du centre de main-d'œuvre, puis c'était Léopold. Il a dit « Viens travailler avec nous autres ». Il y a eu la première phase de la création. Elle s'est créée à Québec. Il y avait été regardé de pouvoir le faire aussi parce qu'il y avait une caisse d'économie à Montréal, mais les conditions ne prévalaient pas. Et les gens ils ont dit, on part, on va essayer on va démontrer la viabilité du projet, on y croit, puis on a montré, puis après ça, on construit souvent en spirale, on construira notre avenir en spirale. Donc, c'était une première démonstration qui a été, je dirais, jusqu'au début des années 80, lorsque la Caisse a dit « OK, on devient l'institution financière sur le plan national du mouvement du Québec collectif et solidaire », là, ça a ouvert la porte de dialogue avec d'autres caisses dans le sillon de la CSN qui s'était développée avec une vision, pas directement celle-là, mais avec des sensibilités apparentes. Et là, ce changement-là a ouvert la porte au regroupement des caisses qui s'est fait à partir plus dans les années 90, puis ça l'a culminé avec la Caisse d'économie ici des syndicats nationaux. Bon, au début, c'était la Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec. Ça, c'était le premier nom parce qu'il voulait dire les travailleurs c'était de Québec, puis rassemblés dans une association. Par la suite, la Caisse d'économie est devenue la Caisse populaire des travailleuses et travailleurs de Québec. C'est au moment où elle s'est fusionnée, il y a eu fusion avec la Caisse populaire des syndicats nationaux de Québec. Mais le nom, ça a été dire, on va s'appeler la Caisse populaire des travailleuses et travailleurs de Québec. Et c'est par la suite, quand c'est affirmé tout ce rôle auprès du mouvement du Québec collectif et solidaire, on a dit ce qui va rassembler le plus parce que au début c'était très syndical, mais là c'était devenu vraiment le Québec collectif et solidaire. Mais là, on devrait avoir un nom plus large et c'est là que la Caisse, c'est au début, je dirais, des années 2000, fin des années 90, je pense début des années 2000, là que le nom qui a été retenu, c'est la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Il y avait à Montréal la Caisse populaire des syndicats nationaux avec Michel Chartrand et Fernand Foisy. Il y avait également la Caisse d'économie des employés de la CSN. Ça, c'est une caisse d'économie qui avait été fondée dans les années 60. Quand la CSN a encouragé la création de caisses d'économie dans tous les milieux de travail, les employés de la CSN s'en sont donné une. Et elle s'est regroupée avec la Caisse populaire des syndicats nationaux. En même temps, bon, la Caisse d'économie travailleurs réunis puis la Caisse populaire des syndicats nationaux de Québec, on s'est regroupés. Là aussi, ça s'est regroupé à Montréal, la Caisse d'économie. Puis après ça, une Caisse d'économie d'enseignants de Charlevoix qui était à la CEQ à l'époque, qui a demandé de s'en venir avec nous. Et il y avait une Caisse d'économie qui, là, était multigroupe à Joliette, la Caisse d'économie La Naudière, qui a demandé de s'en venir également avec nous. Sans l'informatique, ça aurait été difficile de faire une caisse nationale, là. Ils apprenaient une caisse à une place, une caisse à l'autre, une caisse à l'autre. Mais là, avec tous les moyens qui étaient donnés, à un moment donné, on a dit non, ce qu'il faut, c'est plutôt d'être chacun de notre côté, on va se donner une caisse nationale, puis on va faire chacun dans nos milieux. Alors, c'est comme ça que a évolué le projet. Il fallait tout construire, hein? Puis c'était tout un projet, c'est clair que, tu sais, le projet, c'était de dire, on va arrêter d'en parler, on va le faire. Pour ça, je disais tantôt, on était à l'époque où là, on sentait que tout devenait possible, qu'il y avait moyen de rêver autrement, le monde. Alors, on disait, on ne fera pas juste en parler, on va réaliser des projets qui vont le démontrer. Et pour ça, ça nous prend des moyens financiers. Et pour ça, on va se donner une caisse qui va appuyer ce genre de projet-là. Parce que, évidemment, à travers tout ça se rêvait, se construisait dans une démarche collective très, très vive. Il y avait cette volonté d'être sur le terrain des vaches, de faire autrement, mais de faire de façon responsable. Parce qu'on voulait démontrer que c'était possible. Alors, on n'avait pas les moyens de se casser la gueule.
La Caisse d'économie des travailleurs, la Caisse d'économie solidaire est devenue assez rapidement une caisse, je dirais, un peu atypique. Les caisses populaires sont des caisses de quartier. On connaît ça, regroupe sur un territoire. Dans un quartier, il faut que tu sois dans ce quartier-là ou dans ce territoire. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand, mais à l'époque, c'était un quartier. Les caisses d'économie, elles, c'était des caisses en milieu de travail. Donc, la porte d'entrée, c'est il fallait que tu sois du milieu de travail. Nous, la caisse, on était une caisse d'affinité. On regroupait sur un projet. Bien sûr, on est parti d'abord en regroupant des milieux de travail. L'organisation qui a supporté, l'histoire qui a servi à lancer cette caisse-là, c'est l'histoire de la CSN, son engagement sur le front de la consommation, dans le champ de l'action citoyenne. Donc, c'est sûr que c'était avec des syndicats CSN. Mais on n'était pas... Il y avait des gens de la santé, il y avait des gens du papier, il y avait des gens du commerce. On était multigroupes. On n'était pas... Là, il y avait de la misère à nous situer, là, parce que d'habitude, c'était santé, la caisse du commerce, c'était par secteur professionnel ou seulement par syndicat. Mais rapidement, en plus, tout le réseau communautaire est venu vers nous. Alors là, c'était plus des gens syndiqués, c'était les gens des comités de citoyens, c'était les gens des coopératives d'habitation qui naissaient, c'était tous ces gens-là. La Caisse se rendait disponible, dans le fond, pour accompagner des projets collectifs qui allaient permettre aux gens d'améliorer leurs conditions de vie, puis de vivre autrement, puis de démontrer que c'était possible. Donc, c'était pas limité à ce qui allait venir des syndicats. On l'a lancé avec l'action syndicale, mais dans le fond, la Caisse allait, à l'époque on ne l'avait pas dit comme ça, allait accompagner toutes les organisations qui travaillaient à construire le Québec collectif et solidaire. Et autant dans l'action syndicale, autant dans l'action communautaire, autant dans l'action coopérative, autant dans l'action culturelle, parce qu'il y a au Québec, et c'est pour ça qu'on est devenu, rapidement, on est devenu une caisse qui s'est mise à travailler avec ces 4 grands réseaux. Ça, je dirais, la caisse que je viens de décrire, c'est la caisse du début des années 80. Celle des années 70, elle est partie un peu différemment. C'était la caisse du 0% d'intérêt. Et c'était ça le côté révolutionnaire. Il y avait un côté révolutionnaire là-dedans et on l'a appris après. On heurtait de plein front toute la logique financière officielle, fondamentale. C'est beau parce que nous autres, on disait qu'il faut rejeter cette logique financière-là sur la prédation, sur la spéculation, etc., qui enrichit une partie, mais qui appauvrit tout le reste. Lorrain, qui avait proposé cette chose-là, c'était tout simple. Lui, il disait, le système d'intérêt, ça ne fait qu'enrichir les riches. Le petit épargnant, qu'est-ce qu'il y a à foutre? Il réussit jamais à y toucher, à l'intérêt théorique. Ce système-là fait que c'est toujours les plus riches. On crée une machine à enrichir les plus riches, à concentrer la richesse de plus en plus dans les mains d'un certain nombre de personnes. Et sur la planète, c'est ce qui, évidemment, on le sait, c'est ce qui s'est produit. Donc, on disait 0% d'intérêt. Et à place de se verser de l'intérêt, donc, si on dépose notre argent dans un lieu, on renonce aux intérêts, on la sécurise quand même. Et là, on va se retrouver collectivement à avoir un réservoir d'argent qui coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas d'intérêt qui est versé. Et à partir de ce réservoir d'argent-là, on va se donner les capacités de se doter de projets collectifs qui vont nous servir et qui, eux, vont nous donner beaucoup plus que les petits intérêts qu'on pourrait éventuellement toucher, mais qu'on ne touche dans la pratique jamais, et des projets qui vont avoir une incidence beaucoup plus grande sur notre qualité de vie, sur l'amélioration de notre qualité de vie. Puis on avait dit, ce réservoir-là, ça va servir à financer des projets collectifs qui n'existaient pas tellement à l'époque,
Il y avait des projets collectifs de revendication, mais l'action collective se limitait, était vue comme une action strictement revendicative. Quand il s'agissait de créer de la richesse, il n'y avait que l'entrepreneuriat privé pour faire ça. Alors qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat, nous, on disait non. Il y a même dans la revendication de l'entrepreneuriat collectif qui crée de la richesse. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat privé qui a un avenir, il y a l'entrepreneuriat collectif. Il faut reconnaître la force et la richesse de l'entrepreneuriat collectif. Donc, la Caisse dit, nous, on va se rendre disponible pour, dans le fond, financer cet entrepreneuriat collectif qui va créer des projets.